contre l'impérialisme américain, nous le sommes. Nous le sommes a priori parce que nous pensons que c'est une politique néfaste qui établit la priorité de quelques-uns sur la domination du plus grand nombre. Mais l'impérialisme en lui-même ne peut pas être jugé sous le nom de crime. L'impérialisme est, dans cette vaste lutte qui oppose les nations et les classes entre elles, une certaine forme de la lutte. Je puis être contre elle, et je le suis totalement, mais ça ne veut pas dire que je considère a priori dans toutes les circonstances les gens qui le font comme criminels. Ça n'aurait pas de sens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était l'un des multiples engagements de Jean-Paul Sartre, l'un de ses combats contre les ismes dont on voulait toujours le parer ou qu'on voulait toujours lui opposer. Alors quand un grand comme Sartre s'écroule, victime de l'âge, au terme de 3/4 de siècle, il faut éviter d'utiliser des mots, les mots, comme il disait dans l'un de ses derniers livres. Évitez de vous faire la lecture de ces hommages innombrables venus du monde entier et qui s'entassent au domicile de Simone de Beauvoir et de sa fille adoptive Arlette, qui toutes les deux, hier soir, étaient autour de lui lorsqu'à 9 h, à l'hôpital Broussais, il fut terrassé par un œdème pulmonaire dans sa 75e année. Jean-Paul Sartre, qui sera enterré vendredi après-midi, au cimetière du Père-Lachaise. Le voici, au travers de la biographie réalisée par Alain Gillot-Pétri. J'ai décidé que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, disait-il. C'était déjà beaucoup. 50 ouvrages, 15 000 pages, beaucoup de livres inachevés, mais combien de chefs-d'œuvre. Il y a des inachèvements qui portent haut et loin le regard des hommes, comme des symphonies. L'un des premiers contacts avec le monde du jeune Jean-Paul Sartre, né en 1905, fut justement la musique. Il a pris le piano, et jusqu'à ce que ses yeux puissent déchiffrer les partitions, il jouait de la musique, chaque jour. Reçu premier à l'agrégation de philosophie devant Simone de Beauvoir, il ne devait plus se quitter, le jeune professeur Sartre allait faire de la littérature un absolu. Avec lui, condisciples de faculté et d'esprit, Paul Nizan, Maurice Merleau-Ponty, Raymond Aron. Il voulait faire une œuvre et devenir célèbre, lui qui sut écrire une littérature philosophique et une philosophie littéraire. Dès 1938, c'est fait. Il publie La Nausée, portrait d'un homme incapable de conquérir sa liberté. Son premier roman, un chef-d'œuvre. De 1940 à 1945, l'œuvre de Sartre explose. Coup sur coup, il écrit 2 romans, L'âge de raison et Le sursis, 2 pièces de théâtre, Les mouches et huis clos, mais surtout, un ouvrage philosophique majeur, L'être et le néant, autant de livres exposant le principe fondamental de sa pensée qui allait devenir l'existentialisme. Pour Sartre, l'existence précède le destin. L'homme est libre et condamné à être libre. Il a donc le choix de sa vie, un choix de chaque instant qui remet sans cesse en question le piège des institutions et l'angoisse de ne pouvoir confier à quiconque sa responsabilité d'homme. La vie devient une aventure. L'homme est à inventer chaque jour. Il est avant tout un projet, une entreprise, inévitablement. Il est donc seul, abominablement. On comprend alors ce mot célèbre, jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation. Ces idées allaient bouleverser la jeunesse d'après-guerre, notamment à Saint-Germain-des-Prés, mais aussi 3 générations d'intellectuels. Dès lors, son rayonnement est intense et international. Il coupe les fils ténus qui le reliaient encore, mais si peu, à son enfance bourgeoise. Son engagement est total, non conformiste, il le restera jusqu'au bout, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Son toboggan des mots, comme il dit, lui inspire des pièces de théâtre qui sont aussi des succès. Les mains sales, Le diable et le bon Dieu, plus tard, Les séquestrés d'Altona. Des essais sur Jean Genet, Baudelaire, en 1960, La critique de la raison dialectique. Des scénarios de films dont les jeux sont faits. Et le 3e tome de son roman, Les chemins de la liberté. Sartre voyage avec Simone de Beauvoir. Sartre réfléchit sur le marxisme. Il s'engage de plus en plus. Il agit. Il se révolte. On a toujours raison de se révolter, écrira-t-il. Il combat la guerre d'Algérie, le retour au pouvoir du général de Gaulle, condamne l'intervention soviétique en Hongrie comme il condamnera celle de Prague. Il se remet sans cesse en question, recherche l'authenticité de ses actes. En 1964, il refuse le prix Nobel de littérature parce que l'écrivain ne doit pas se laisser transformer en institution. Contre les crimes de guerre américains au Vietnam, il participe au tribunal Russell. Il dira son dégoût de cette guerre à la télévision. Le massacre de Sosny et, pour le comparer, le massacre d'Ouradour, ce sont des formes de lutte antipopulaire, c'est-à-dire la réaction d'une armée régulière à une lutte de résistance qui est menée avec le concours du peuple.
Sartre redouble d'énergie en 1968. Il est du côté des étudiants, bien sûr, et les défend. Comme on dit commodément, il se gauchise, veut se supprimer en tant qu'intellectuel. Parce qu'elles sont interdites ou menacées de l'être, il prend la direction d'agences de presse et de publications d'extrême gauche comme La Cause du Peuple ou Libération. Il les distribue dans la rue avec Simone de Beauvoir, jusqu'au contrôle d'identité du plus grand philosophe français de ce siècle, jusqu'au procès. Bravant les scandales, il part pour Stuttgart, dénoncer les conditions de détention d'Andreas Baader, le plus redouté des extrémistes allemands. Quelle impression vous a donné Andreas Baader? D'être maigre, très maigre, à cause de la grève de la faim qu'il fait, d'avoir un visage assez torturé, mais d'avoir parlé très calmement de ce qu'il avait à me dire. Vous avez dit dans plusieurs interviews que vous étiez globalement solidaire de Andreas Baader, mais que vous n'acceptiez pas tout à fait ses méthodes. Est-ce que vous pensez la même chose après l'avoir vu? Oui, c'est-à-dire qu'il y a différentes méthodes qui permettent à gauche de lutter contre les forces qui sont opposées au mouvement de gauche. Et la sienne est peut-être valable en Allemagne, je ne sais pas, mais elle ne réussirait pas en France. À partir de 1975, il perd l'usage de la vue et cesse d'écrire. Il se rend encore à l'Élysée pour plaider la cause des réfugiés du Vietnam fuyant leur pays. La situation du Vietnam est encore très difficile et comme le système communiste ne plaît pas à tout le monde, il est évident que ces gens qui ont pu d'ailleurs combattre pour le Vietnam nouveau est lâché au bout d'un certain temps. Dans ces conditions, l'opinion de ces gens sur le Vietnam ne nous importe pas. Ils n'aiment pas le régime, certainement, qui est établi, mais cela ne nous regarde pas. Ça regarde eux et les populations vietnamiennes. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des hommes en danger mortel, et ce sont ces hommes qu'il faut secourir parce que ce sont des hommes. Restait le dialogue avec des amis, les entretiens avec des journalistes ou Simone de Beauvoir. Couturé de contradictions, mais inflexible sur le chemin, célébré et haï, Jean-Paul Sartre avait la passion de comprendre les hommes. Il écrivait aussi ces phrases devenues célèbres et qui terminaient les mots. Si je range l'impossible salut par la littérature au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Non, pas n'importe qui. Donc, je vous le rappelle, les obsèques du philosophe vendredi après-midi au Père-Lachaise, et Antenne 2 fera de ce vendredi une soirée spéciale Jean-Paul Sartre, apostrophe à 9h30, et puis ensuite La Chambre, réalisée par l'un des meilleurs adaptateurs de Sartre, Michel Mitrani, et puis là, l'hommage de Gus. En apprenant la nouvelle, le chef de l'État n'a pas souhaité que le Conseil des ministres évoque publiquement la mémoire de Jean-Paul Sartre. Ce n'était pas le désir de l'écrivain qui rejetait tous les honneurs. Valéry Giscard d'Estaing a toutefois ressenti cette disparition en tant que jeune lecteur de ses œuvres dans les années de la guerre et la libération. C'était, dit-il, l'une des grandes lueurs d'intelligence de notre temps. Toutes les réactions à la mort de Sartre sont d'ailleurs autant d'hommages à son génie. Nous les aborderons dans une deuxième partie de ce journal, tout entière consacrée aux philosophes, mais auparavant, plus rapidement, le reste de l'actualité. Actualité sociale, tout d'abord, à commencer par enfin un peu de répit sur le front du chômage. Le nombre des demandeurs d'emploi a baissé le mois dernier, selon les statistiques communiquées ce matin par Jean Matteoli au Conseil des ministres. Il y a 35 300 demandes de moins qu'au mois de février, mais le chiffre des demandes d'emploi non satisfaites reste très élevé, 1 412 000. Les détails de ces statistiques, Jacques Manino. Comme beaucoup d'autres phénomènes économiques et sociaux, le chômage obéit à des cycles. Ainsi, chaque année, et vous le voyez sur cette courbe, le chômage est relativement stable entre octobre et février. Il diminue ensuite jusqu'à la sortie des classes en juin, pour remonter régulièrement et atteindre son point culminant en janvier. Mais ce bon résultat du mois de mars, 35 000 chômeurs en moins, n'est pas simplement dû à ce mouvement habituel des statistiques. Il est également la conséquence d'une économie qui tourne, quoi qu'on en dise, assez fort. L'an dernier, nous avons fait un taux de croissance de 4%, ce qui est, parmi les pays occidentaux, l'un des taux de croissance les plus élevés. Autre raison de ce bon résultat, le troisième pacte pour l'emploi des jeunes, qui avait démarré assez lentement et qui commence maintenant à porter ses fruits. Au 31 mars dernier, 400 000 personnes avaient pu être placées grâce à ce pacte. Cette légère amélioration de l'emploi se traduit aussi par une baisse
du chômage partiel, moins 40% en un an, et par une régression du nombre des licenciements économiques, moins 15% sur la même période. Il reste, malgré cela, que l'emploi demeure bien sûr le problème le plus préoccupant. 3 chiffres le montrent clairement. Près d'un demandeur d'emploi sur 2, exactement 600 000, ne reçoit aucune indemnité. Près d'un demandeur d'emploi sur 2 a moins de 25 ans, ils sont exactement 700 000, et sur ces 700 000, eh bien 100 000 ont une formation égale ou supérieure au baccalauréat. Enfin, la durée moyenne du chômage reste longue. Sur 10 demandeurs d'emploi, 4 d'entre eux sont inscrits depuis 6 mois ou plus à la NPE. Coupure de courant un peu partout en France aujourd'hui en raison de la grève des électriciens et gaziers CGT et CFDT. À Paris, un grand défilé a rassemblé des manifestants venus de toute la France. Le cortège s'est rassemblé devant le siège de l'électricité de France avant de se rendre à l'esplanade des Invalides. Les manifestants réclamaient une revalorisation des bas salaires, une diminution du temps de travail et protestent contre 2 propositions de loi visant à limiter le droit de grève et les droits sociaux. Poursuite de la grève précisément des nettoyeurs du métro parisien. Les travailleurs des sociétés privées ont repoussé à l'unanimité les propositions patronales. Le conflit dure maintenant depuis 24 jours. François Serac était il y a 1 heure l'invité de Face au public sur France Inter. Il a longuement évoqué les projets de loi sur la participation, discutés actuellement par le Parlement. Il s'est montré assez sceptique sur ces projets, considérant que l'on est en train de mettre dans l'entreprise un double système, le système traditionnel, a-t-il précisé, qui existe déjà, et puis en plus un système électoralo-syndicaliste. Et je vous rappelle sur ce point que le projet de loi sur la distribution d'actions aux salariés a été adopté la nuit dernière par l'Assemblée nationale. Cela dit, les députés donnaient aujourd'hui l'impression de penser à toute autre chose, m'a dit Daniel Brem, en fait à 2 affaires, entre guillemets. Les affaires Poniatowski et Perfit. L'affaire Perfit, vous ne connaissez pas encore, alors je vous raconte. C'est un texte publié par le Canard enchaîné aujourd'hui et qui est attribué au garde des Sceaux, une lettre au chef de l'État, le mettant en garde contre Jacques Chirac et lui conseillant en janvier dernier de l'affaiblir en réduisant les gaullistes et en les séduisant surtout. Réponse d'Alain Perfit tout à l'heure dans un communiqué. Je décline toute responsabilité à l'égard d'un texte que je n'ai ni écrit ni signé. Le dossier Poniatowski de Broglie maintenant, contre-attaque de l'ancien ministre de l'Intérieur. Ce matin, il va poursuivre le PS et le PC et il va demander une importante indemnisation qui servira au financement de la campagne présidentielle du candidat de mon choix, dit-il. Le candidat de mon choix, et je crois que là on a une petite idée. Et M. Poniatowski n'y va pas de main morte. 5 millions de francs à chacun des partis socialistes et communistes. 1 million de francs au député Georges Filiou, l'un des plus virulents à son égard, dans le journal Riposte. Ponia s'affole, répond ce soir Georges Filiou. Et puis 300 000 francs à chacun des députés signataires de la saisine de la Haute Cour, si le bureau de l'Assemblée venait à prendre des décisions politiques. C'est dire si l'affaire, ou en tout cas le dossier, prendre l'importance. Mais oui, je crois qu'il faut essayer de voir clair et de séparer un peu les différents niveaux. Il y a d'abord un niveau qui est proprement judiciaire, c'est l'instruction sur l'assassinat de Jean de Broglie il y a 3 ans. Et vous savez que la semaine prochaine, mercredi, la Cour d'appel doit décider s'il y a lieu ou non de rouvrir le dossier. Le garde des Sceaux rappelait à l'Assemblée nationale il y a quelques jours que cette juridiction est souveraine, c'est dire qu'elle doit échapper à toute pression politique. Bon, alors il y a le niveau politique précisément et la démarche fameuse des communistes d'abord et des socialistes ensuite. Oui, là nous sommes effectivement en pleine politique, car si la Haute Cour est un tribunal, c'est un tribunal politique, politique par sa composition, ce sont des députés et des sénateurs, politique aussi par les personnes qui peuvent y être déférées, c'est-à-dire le président de la République ou les membres du gouvernement, et puis aussi la décision de saisir cette Haute Cour est une décision politique, ou plus exactement parlementaire. C'est dire que cette procédure ne pourrait aboutir que si le RPR venait à s'y associer, et l'on sait depuis hier que le RPR ne s'y associerait que si le dossier n'était pas rouvert, on est renvoyé donc là à l'affaire judiciaire que nous évoquions tout à l'heure, ou si, affaire politique, Michel Poniatowski se refusait à s'expliquer devant la justice. Alors là, il accepte de le faire puisque lui-même porte plainte. Oui, alors s'il porte plainte, cela veut dire que sa réplique est d'abord une réplique de caractère juridique. Mais là, il y a quelques problèmes, car le Parti communiste et le Parti socialiste ne peuvent pas être poursuivis. Ils n'ont pas d'existence juridique, ce sont ce que l'on appelle des associations de fait. Quant aux députés signataires, eh bien, ils sont
sont protégés par la Constitution, qui, dans son article 26, précise qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi pour des votes ou pour des opinions qui auraient été émis dans l'exercice de ses fonctions. Au demeurant, le ton de la déclaration de Michel Poniatowski, qui est une déclaration très vigoureuse, le fait qu'il soit prêt à retirer sa plainte, comme vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs Gaston Defferre, tout à l'heure en séance à l'Assemblée nationale, disait qu'il y avait une sorte de chantage exercé par Michel Poniatowski sur le bureau de l'Assemblée nationale, tout cela montre que finalement la réplique de Michel Poniatowski est essentiellement une réplique politique. Et nous assistons, je crois, à une espèce d'escalade dans la transformation d'une affaire judiciaire en affaire politique. On a un peu l'impression que chacun fait monter les enchères, tout en sachant que ces démarches, ces initiatives ont peu de chances d'aboutir, mais il s'agit en cela surtout de s'adresser à l'opinion publique. Et alors là, sur le plan judiciaire, j'ajoute qu'une information contre X pour dissimulation de documents vient d'être ouverte. Le juge d'instruction a décidé d'ouvrir cette information à la suite de la plainte de Pierre de Varga, qui est l'un des inculpés de l'affaire de Breuil. Enfin, puisque nous parlons des affaires, toujours entre guillemets, le jugement du procès qui opposait Jacques et François Giscard d'Estaing à Minute et au Canard enchaîné, chacune des deux publications doit donner 1 franc de dommages et intérêts à François Giscard d'Estaing. Minute doit le faire pour Jacques Giscard d'Estaing, qui en revanche est débouté de sa demande en dommages et intérêts au Canard enchaîné. 9 morts dans un incendie la nuit dernière à Marseille, une famille entière décimée. Une mère et son fils de 15 ans se sont jetés dans le vide du 8e étage du HLM qu'ils habitaient et les 7 autres enfants sont morts, carbonisés et asphyxiés dans l'appartement. Martine Laroche-Joubert. C'est dans le sous-sol de cet immeuble de Marseille, à 1 h du matin, que le feu se déclare, un feu qui provoque probablement une fuite de gaz. Très rapidement, les flammes se propagent par la gaine des compteurs à gaz. Au dernier étage, une famille avec 8 enfants. Le père locataire de l'appartement ouvre la porte d'entrée et provoque un appel d'air. Puis il ne la referme pas. L'ouverture d'une fenêtre double ensuite cet appel d'air. À ce moment-là, la mère et l'un des enfants se jettent par la fenêtre, tandis que les autres périssent carbonisés. Leur père réussit à fuir le feu. 9 morts donc, mais 9 morts par affolement et imprudence. Tous les autres locataires de l'escalier ont respecté les consignes de sécurité, fermeture et calfeutrage des portes, et ont été sauvés par les pompiers. À l'étranger, Georges Marchais, en voyage à Beyrouth depuis hier, a été accueilli chaleureusement par le Parti communiste libanais et par plusieurs membres du comité exécutif de l'OLP. Le secrétaire général du Parti communiste français s'est prononcé pour un État libanais libre, uni et indépendant. Et il a également pris une position très ferme face aux problèmes palestiniens. Et nous sommes pour que la France agisse efficacement pour la création d'un État palestinien. Tels sont les objectifs que nous soutenons et pour lesquels nous luttons. Nous estimons qu'ils correspondent aux intérêts légitimes du peuple palestinien et plus généralement aux intérêts des peuples qui sont épris de liberté et de paix. Toujours l'étranger en bref, 2 groupes de réfugiés ont quitté cet après-midi Cuba pour le Costa Rica. La plupart des exilés sont jeunes, de 20 à 35 ans environ, mais il n'y avait parmi eux que 3 femmes et un enfant. Ces 250 personnes ont voyagé à bord d'un Boeing de la compagnie costaricaine. Le président du pays est venu les accueillir en personne à l'aéroport de San José. Iran, les étudiants islamiques ont fait savoir qu'ils étaient prêts à recevoir la mère et le beau-père du sergent Hermening, qui était nos invités hier soir dans ce journal. Vous savez que ce sergent est l'un des otages détenus à l'ambassade américaine. Les étudiants islamiques ont quand même demandé que ses parents acceptent les modalités qui leur sont imposées par eux-mêmes. Je crois que c'est une affaire qui est à suivre. Et puis dès demain, le président Carter pourrait annoncer de nouvelles sanctions contre l'Iran, mais on sait d'ores et déjà que ces sanctions ne comprendront pas un blocus naval de l'Iran. Enfin, Tchad, l'intensification des combats sur le front sud, les forces d'Hissène Habré se sont violemment accrochées hier avec l'artillerie du vice-président sudiste. Hissène Habré qui se trouve maintenant complètement encerclé, puisqu'au nord, les forces armées populaires du président Goukouni ont maintenant bien en main la situation.
L'affaire des JO de Moscou, alors que les sportifs japonais se prononcent pour une participation individuelle, Christian Legret, qui est le président de la Fédération équestre française, a laissé entendre que les cavaliers français n'iraient pas à Moscou, et même si les Jeux étaient maintenus. La Fédération française rejoint ainsi la position des fédérations équestres américaines, britanniques, allemandes, suisses et canadiennes, qui avaient déjà décidé le boycott. Et cette décision des cavaliers pourrait préparer un éventuel retrait des athlètes français aux Jeux Olympiques. Donc maintenant, notre édition spéciale sur Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui sera incinéré, on vient de l'apprendre, la levée du corps est prévue vendredi à 4h moins le quart pour les proches à l'hôpital Broussais, et à 4h30 ce sera le rendez-vous au et les 7 autres enfants sont morts, carbonisés et asphyxiés dans l'appartement. Martine Laroche-Joubert. C'est dans le sous-sol de cet immeuble de Marseille, à 1h du matin, que le feu se déclare, un feu qui provoque probablement une fuite de gaz. Très rapidement, les flammes se propagent par la gaine des compteurs à gaz. Au dernier étage, une famille avec 8 enfants. Le père, locataire de l'appartement, ouvre la porte d'entrée et provoque un appel d'air. Puis il ne la referme pas. L'ouverture d'une fenêtre double ensuite cet appel d'air. À ce moment-là, la mère et l'un des enfants se jettent par la fenêtre, tandis que les autres périssent carbonisés. Leur père réussit à fuir le feu. 9 morts donc, mais 9 morts par affolement et imprudence. Tous les autres locataires de l'escalier ont respecté les consignes de sécurité, fermeture et calfeutrage des portes, et ont été sauvés par les pompiers. À l'étranger, Georges Marchais, en voyage à Beyrouth depuis hier, a été accueilli chaleureusement par le Parti communiste libanais et par plusieurs membres du comité exécutif de l'OLP. Le secrétaire général du Parti communiste français s'est prononcé pour un État libanais libre, uni et indépendant. Et il a également pris une position très ferme face aux problèmes palestiniens. Et nous sommes pour que la France agisse efficacement pour la création d'un État palestinien. Tels sont les objectifs que nous soutenons et pour lesquels nous luttons. Nous estimons qu'ils correspondent aux intérêts légitimes du peuple palestinien et plus généralement aux intérêts des peuples qui sont épris de liberté et de paix. Toujours l'étranger en bref, 2 groupes de réfugiés ont quitté cet après-midi Cuba pour le Costa Rica. La plupart des exilés sont jeunes, de 20 à 35 ans environ, mais il n'y avait parmi eux que 3 femmes et un enfant. Ces 250 personnes ont voyagé à bord d'un Boeing de la compagnie costaricaine. Le président du pays est venu les accueillir en personne à l'aéroport de San José. Iran, les étudiants islamiques ont fait savoir qu'ils étaient prêts à recevoir la mère et le beau-père du sergent Hermening, qui était nos invités hier soir dans ce journal. Vous savez que ce sergent est l'un des otages détenus à l'ambassade américaine. Les étudiants islamiques ont quand même demandé que ses parents acceptent les modalités qui leur sont imposées par eux-mêmes. Je crois que c'est une affaire qui est à suivre. Et puis dès demain, le président Carter pourrait annoncer de nouvelles sanctions contre l'Iran, mais on sait d'ores et déjà que ces sanctions ne comprendront pas un blocus naval de l'Iran. Enfin, Tchad, l'intensification des combats sur le front sud, les forces d'Hissène se sont violemment accrochées hier avec l'artillerie du vice-président sudiste. Hissène qui se trouve maintenant complètement encerclé, puisqu'au nord, les forces armées populaires du président Goukouni ont maintenant bien en main la situation. L'affaire des JO de Moscou, alors que les sportifs japonais se prononcent pour une participation individuelle, Christian Legret, qui est le président de la Fédération équestre française, a laissé entendre que les cavaliers français n'iraient pas à Moscou, et même si les Jeux étaient maintenus. La Fédération française rejoint ainsi la position des fédérations équestres américaines, britanniques, allemandes, suisses et canadiennes, qui avaient déjà décidé le boycott. Et cette décision des cavaliers pourrait préparer un éventuel retrait des athlètes français aux Jeux Olympiques. Donc maintenant, notre édition spéciale sur Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui sera incinéré, on vient de l'apprendre, la levée du corps est prévue vendredi à 4h moins le quart pour les proches à l'hôpital Broussais, et à 4h30 ce sera le rendez-vous au Père-Lachaise. Aucun discours n'est prévu.
Voyons donc en compagnie des témoins qui fut celui dont Jean d'Ormessin vient de dire que c'était le dernier des maîtres de la pensée française et dont Libération écrivait ce matin qu'il occupait le siècle comme Voltaire et Hugo le firent pour le leur. François Châtelet. Je crois qu'il est difficile de caractériser l'œuvre de Sartre par un mot en isme, puisque précisément ça a toujours été l'ennemi des systèmes, l'ennemi des doctrines, l'ennemi du tout fait. C'est un philosophe essentiellement de la liberté. Et moi, ce que j'ai aimé en lui, ce pourquoi je le respectais et je l'aimais, c'est qu'il m'a appris à me défier précisément de toutes les écoles, que c'est un philosophe qui a non seulement défendu la liberté dans ses textes, mais qui a essayé lui-même d'être libre dans sa recherche. Libre par rapport aux formes culturelles, puisqu'il a été aussi bien philosophe, homme de théâtre, cinéaste, libre par rapport aux forces politiques, puisqu'il a changé d'avis, et pourquoi pas, libre quant à même sa vision du monde. Il a évolué, il a découvert à un moment donné de sa vie qu'il fallait prêter la parole à ceux qui ne parlent pas, les émigrés, tous les marginaux, tous ceux qu'on qualifie absurdement de marginaux. Et je voudrais même signaler une chose d'un peu paradoxale dans cet hommage auquel je participe, c'est que Jean-Paul Sartre, on lui a souvent refusé la parole à la télévision. Hein, il y a quelque chose d'un peu étrange là, il faut qu'il soit mort pour que brusquement on pense à lui. Je ne crois pas qu'on lui ait refusé la parole. On n'a pas accepté les conditions qu'il mettait. Oui, c'est ça. Ben, il était exigeant et ça aussi, c'est une qualité remarquable qu'il avait, cette volonté d'aller au fond des choses, de ne pas s'arrêter en route. Ce qu'il a reproché au marxisme, c'est non seulement son caractère autoritaire, c'est aussi le fait que c'était une doctrine simplifiante et réductrice, qui ne laissait pas les singularités, les individualités s'exprimer. Et c'est pourquoi il a été un aussi remarquable essayiste. Sartre est sorti de l'avant-scène au niveau des modes, mais il est resté pour les étudiants au niveau de la pensée. Ah oui, oui, c'est une référence constante, précisément parce qu'il est l'homme qui s'est efforcé de trouver le frémissement et la diversité du réel. Et non pas du tout simplement des pages les unes à côté des autres. Je ne puis vous citer toutes les déclarations des uns et des autres. Je vous parlais tout à l'heure de celle du président de la République. Son Premier ministre disait dans le même temps que Sartre a sans doute été le plus grand philosophe de notre temps. Et ceux des générations de Français le pensaient. Il avait formé l'intelligence et l'éveil de millions de lycéens. C'est donc quelques-uns d'entre eux que Dominique Laurie est allé voir tout à l'heure au lycée Henri IV, là où précisément le philosophe fut élève en 5e et en 6e. Peut-être qu'il y a actuellement une sorte de trou dans la philosophie actuelle, parce que si on se demande qui pourrait remplacer Sartre, c'est difficile de trouver quelqu'un. Et on reproche, du moins les générations précédentes reprochent à la jeunesse actuelle de ne pas avoir d'idéal, de ne pas avoir de cause à défendre dans le domaine politique ou autre. C'est peut-être précisément parce que nous n'avons plus vraiment de maître à penser tel que Sartre a pu être un maître à penser pour la génération précédente. On a dit que Sartre était le dernier maître à penser et qu'on considérait comme un monument. Et on avait l'air de penser, on avait l'air de dire ça avec nostalgie, mais moi je ne crois pas du tout qu'il faut être nostalgique. C'est peut-être une libération qui n'est pas de maître à penser et de monument. Ce qui m'intéresse dans la destinée de Sartre, c'est que dans une première période de théorisation de la liberté en acte, il s'est engagé, et je crois que finalement cet engagement l'a un peu perdu, parce que quand un philosophe, quand un écrivain fait un corps à corps avec l'événement, je crois qu'il n'est plus tellement capable de s'en détacher et de nouveau d'apporter des nouvelles réflexions qui pouvaient nous servir à nous, nouvelle génération, et alors que Sartre, puis bon, était mort au niveau du théoricien, du philosophe, et s'était engagé. Il faut voir aussi que Sartre est quelqu'un qui se prononce sur tous les sujets. Il s'est prononcé sur les Jeux Olympiques, il a été à l'enterrement de Pierre Goldman, et nombre de gens calquent leur réaction et même leur pensée sur Sartre. C'est aussi quelqu'un qui participe à la vie de tous les jours, et son engagement politique est important, même pour les gens qui n'ont jamais lu ni L'Être et le Néant, ni Huis clos, ni aucun autre livre. Pour moi, la mort de Sartre, ça représente surtout
une deuxième mort des années 50. C'est-à-dire? Mais par exemple, le conflit avec Camus, aujourd'hui la mort de Sartre, c'est aussi un peu une deuxième mort de Camus. C'est toute une époque qu'on n'a pas connue, qui était assez riche du point de vue philosophique, parce que Sartre avait une importance réelle, qui meurt encore une fois, parce que Sartre, sa philosophie était un peu éclipsée, était un peu tombée en désuétude. Mais maintenant, il va peut-être y avoir un regain pour Sartre, mais il va être vraiment mort. Oui, nous l'avons dit en commençant le journal, Sartre fut d'abord un homme d'engagement, résolument à gauche, la plupart du temps à l'extrême gauche. Il a inspiré bien des passions en 68 et c'est donc tout naturellement l'un des hommes clés du mouvement de mai que nous sommes allés voir, Daniel Cohn-Bendit, qui pour l'événement rompt le silence qu'il s'était imposé. Quand avez-vous rencontré Sartre pour la première fois? Ça paraît un jeu, mais en 1968. Et c'était très simple, j'ai reçu un coup de téléphone un jour que Sartre désirait me rencontrer pour m'interviewer. C'était en plein pendant les événements. Et c'est là que j'ai connu personnellement Sartre pour la première fois. Alors qu'est-ce qu'il a représenté pour vous personnellement, justement? Sartre, d'abord il a représenté une chose, c'est qu'il m'a quand même donné ma première définition de juif en tant que juif, en disant que c'est les autres qui m'ont fait juif et qui me font juif, et c'est quelque chose que je pense encore aujourd'hui profondément, même si ce n'est plus que ça. Et puis deuxièmement, il a représenté pour moi quand même la résistance à la guerre d'Algérie. Il a représenté pour moi la résistance à la barbarie impérialiste du Vietnam. Mais au-delà de ça, il a représenté quand même ce que je pourrais dire comme être quelqu'un de choquant, quelqu'un qui était foncièrement minoritaire, et qui voulait être minoritaire. Pour lui, ce n'était pas un problème de rassembler des idées, de rassembler des hommes, mais de rassembler des idées. Croyez-vous que parfois il se soit trompé dans son action ou dans ses écrits? Oui, c'est évident comme tout le monde. Ce qu'il faisait, c'est qu'il pensait publiquement, à haute voix, c'est-à-dire qu'on pouvait suivre ses démarches. Et c'est ça qui le rendait aussi fascinant. Maintenant, je crois qu'en ce moment, il y a une canonisation qui est en train de se mettre en place. Tout le monde sort sa belle phrase sur Sartre. Et je crois que ceci aussi sonne foncièrement faux. En tout cas, à mes oreilles, ça ne sonne pas tout à fait juste. Pensez-vous que pour les jeunes générations, il puisse encore faire figure de symbole à l'heure actuelle? Oui et non. Oui, effectivement, et si vendredi ou samedi, à son enterrement, vous verrez qu'il y aura énormément de jeunes qui iront à son enterrement. Il fera figure de symbole, pas comme un guide ou quelque chose comme ça. Il ne voulait pas l'être, il ne peut pas l'être, mais il fera figure de symbole comme un homme qui désirait fondamentalement la liberté. Et je crois que dans ce désir, il y a énormément de gens qui se reconnaissent. Hommage d'hommes de gauche, donc d'extrême gauche surtout, mais aussi de droite. C'est le cas de Jean-Marie Benoît, qui fut candidat giscardien contre Marchais il y a 2 ans, mais qui est surtout un philosophe. Nous allons donc entendre la réaction de Jean-Marie Benoît. Pour moi, je comparerais un petit peu la fin de Sartre à celle de Victor Hugo à la fin du siècle dernier. C'est un monument à facettes aussi multiples que Victor Hugo, avec des inégalités du reste semblables à celles de Victor Hugo dans la poésie, dans la littérature. Je dirais qu'il restera plus par ses textes philosophiques que par son théâtre, et parce qu'il allait pourtant très directement auprès de ses lecteurs et de ses spectateurs. Je crois qu'il est un peu tôt pour évaluer, mais je dirais que son usage de l'histoire, son engagement en faveur de la Révolution font partie de ces grandes mythologies du passé, qu'on lira plus Sartre comme un littéraire que comme un philosophe dans très peu de temps, dans la mesure même où ses choix, son rendez-vous manqué avec l'inconscient, son rapport à l'histoire font partie, je dirais, peut-être de cette théologie et de ces auto-mystifications. Je crois que nous sommes dans une époque où Sartre est déjà un petit peu anachronique. Jean-Paul Sartre avait une grande passion pour la presse, il avait longtemps collaboré à la cause du peuple et fut surtout le fondateur du journal Libération. Libération qui prépare pour demain un numéro exceptionnel consacré tout entier à l'écrivain, et son directeur vient de dire à Gérard Rolls ce que le quotidien lui devait.
Je crois que c'est très simple, on lui doit notre existence. Je crois que si Sartre, en 72, n'avait pas été là pour donner au sein du gauchisme une leçon de tolérance, donc si Sartre n'avait pas été ce point de rencontre qu'il était au moment de 68 et après 68, je crois que Libération n'aurait pas existé. Alors le numéro spécial de Libération de demain, c'est au revoir, c'est adieu, c'est merci. Et on a essayé, à partir de l'œuvre de Sartre, donc de constituer, si vous voulez, une sorte de journal idéal composé par Sartre. Ce qui fait qu'on a, si vous voulez, d'une certaine manière, on pourrait dire très modestement, ce sont des morceaux choisis, mais je suis sûr que beaucoup de gens vont être surpris, par exemple, par des morceaux choisis. Par exemple, dans la critique de la raison dialectique, Sartre raconte la prise de la Bastille. Bon, 2 journées en 1789, bon, qui sont vraisemblablement 20 pages à peu près fulgurantes. Mais, je veux dire, qui éclaire énormément ce qui s'est passé en Iran, je veux dire. Et je ne me souviens pas, et moi-même, j'en fais amende honorable, si on veut, mais je veux dire, je ne me suis pas référé à ce texte au moment. Et je m'aperçois que c'est un texte vraisemblablement qui est le plus proche au niveau de l'explication du type de peuple en fusion tel qu'il a pu apparaître, par exemple, au moment de Téhéran, ou des événements même qu'on voit au Salvador. Donc, si vous voulez, c'est un peu montrer qu'il y a des textes qui sont très vivants, qui sont à la fois des textes d'une profonde richesse, y compris même sensuelle au niveau de l'écriture, et qui sont des points de départ. C'est un homme qui est devenu un classique de son vivant et qui a en permanence refusé d'être statufié. Je veux dire, des hommes comme ça, dans le siècle, il n'y en a pas eu beaucoup, et je pense que c'est normal que, pour nous, il reste pas vraiment des références, mais si vous voulez, moi j'ai pas eu peur ce matin d'employer l'expression, mais c'est vrai qu'intellectuellement, c'est un peu impair, ça. Oui, j'ai là les 2 dernières déclarations de Jean-Paul Sartre. Sa dernière interview était pour un mensuel homosexuel, Le Guêpier. C'est un regard sympathique sur les homosexuels. Et puis une déclaration inédite sur le chef de l'État, une déclaration que RTL a diffusée ce matin et qui ne devait être diffusée qu'après la mort de Jean-Paul Sartre. Il m'a rendu service un jour et je lui suis reconnaissant. Cela dit, politiquement, je ne suis pas de son côté, mais ce n'est pas une raison pour que je n'ai pas de sympathie pour Valéry Giscard d'Estaing. Les 2 déclarations, donc, les 2 dernières déclarations de Jean-Paul Sartre. Hommage unanime également à l'étranger, à l'exception un petit peu compréhensible de l'Observatore Romano, qui est le quotidien du Vatican, qui estime qu'avec le décès de Jean-Paul Sartre, disparaît l'une des figures les plus en vue et les plus discutables de l'intelligentsia européenne. Je propose maintenant d'écouter les réactions d'Allemagne et des États-Unis. Michel Meyer et Jacques Segui. Pour l'Allemand de la rue, Sartre, c'était surtout cet homme engagé et peu commode qui osa rendre visite et protester contre les conditions d'internement de Bader, le terroriste alors le plus haï d'Allemagne. Il reste, et c'est essentiel, que pour l'intelligence allemande, si l'on peut dire, Sartre était surtout un monument, un maître à penser de la philosophie et de la littérature française que l'on plaçait et lisait directement après Heidegger, le maître allemand, le fondateur allemand de l'existentialisme. Il ne se passait en outre pas une semaine sans qu'un magazine ou un journal allemand évoque à la fois l'œuvre et la carrière de Jean-Paul Sartre. Ainsi en était-il par exemple la semaine dernière dans Die Zeit, où l'on évoquait l'influence et déjà l'immortalité de Sartre, pour qui, selon cet hebdomadaire de très haut niveau, l'écriture était une façon de forger le silence. Un maverick, dans le langage américain, est un jeune cheval qui court devant ou en marge du troupeau dans les grandes prairies de l'Ouest. Et c'est comme un maverick qu'est décrit le philosophe dans la presse américaine de ce matin, qui lui consacre de longues colonnes. Photos et 2 colonnes à la une dans le New York Times et 4 colonnes en page intérieure et une page pleine avec 5 photos dans le Washington Post. Les télévisions avaient dès hier soir consacré de nombreuses minutes à Jean-Paul Sartre, avec qui les Américains voient surtout la disparition de l'un des symboles de l'après-guerre et de la grande activité intellectuelle du Paris des années 45. Pour les Américains, Sartre est d'abord le philosophe du refus et du désespoir, dont l'influence fut ressentie ici jusqu'à la fin des années 60. Tout en rappelant les affinités de Sartre avec l'idéologie communiste, il semble surtout retenir que sa grande tentation intellectuelle fut l'indépendance.
Jean-François Kahn, tout le monde tresse des couronnes dès que disparaît un géant du monde littéraire. Vous l'avez fait vous-même pour Roland Barthes la semaine dernière. Et pourtant, à propos de Sartre, quel homme haï et quel homme qui savait manier la haine. J'étais d'ailleurs frappé dans ce qu'on a entendu, tous ces gens, et ça c'est intéressant, qui disaient « Attention, on va le canoniser, on va le récupérer, on va en faire un monument ». Et ils ont raison. C'est vrai qu'on entend déjà de part et d'autre les phrases habituelles. Ah, quel grand homme, il était aimé, il aimait, il était gentil, quel grand philosophe, quel grand écrivain. Et c'est vrai que c'était sans doute un des plus grands écrivains, je dis bien écrivain, de cette époque. Seulement, il y a un peu d'hypocrisie dans tout cela. Parce que, comme vous l'avez dit, peu d'hommes de son vivant ont été mais autant haïs, détestés que l'a été Jean-Paul Sartre. Et détesté par exemple par l'extrême droite, par la droite, par même quelquefois au moment de l'affaire d'Algérie, par même des socialistes, des gens du centre, détesté par les communistes, qui aujourd'hui lui rendent hommage en éditorial, comme des gens de droite lui rendent hommage. Et non seulement il était détesté, mais lui-même n'était pas un doux pacifique bien gentil qui tendait la joue droite. Lui-même rendait coup pour coup et avec une franche brutalité, souvent. D'ailleurs, toute sa carrière a été rythmée par de fulgurantes polémiques. La polémique avec Céline, la polémique avec Mauriac à propos de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur la vision de Dieu par Jean-Paul Sartre. Avec Camus surtout. Avec Canapa, le communisme. Mais avec Camus, je crois que ça frappe beaucoup les jeunes et c'est intéressant. Parce que là, Camus avait sans doute raison. Sartre reprochait, il faudrait aussi comprendre pourquoi, à Camus de désespérer Billancourt, parce que peut-être plus vite que lui, il avait compris l'aspect intrinsèquement totalitaire du système soviétique. Donc, il ne faut pas réinventer un Jean-Paul Sartre, vous voyez, en bonbon rose, qui n'a jamais existé. D'ailleurs, beaucoup de gens ont comparé Jean-Paul Sartre à Victor Hugo et à Voltaire, et vous verrez que beaucoup de gens vont le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quelque chose en commun, ces trois hommes. C'est qu'ils étaient obsédés, fascinés par un problème unique, qui est le problème de la liberté. Par le problème de la liberté de soi par rapport à la liberté d'autrui. Le rapport entre sa liberté et la liberté de l'autre. Entre la liberté individuelle et la liberté collective. Et cette obsession, ce combat finalement par la liberté, eh bien ils ont utilisé tous les moyens, toutes les techniques qu'offre l'expression, tous, le théâtre, le cinéma, pour Jean-Paul Sartre, pas pour Voltaire, la chanson, l'essai, le roman, l'essai biographique, la critique, tout ce qui est possible, tout ce qu'il est humain de faire sur le plan technique, opératoire, sur le plan intellectuel, ils l'ont utilisé pour pouvoir faire passer ce message de liberté. Et outre leur œuvre écrite, il y a une autre œuvre qu'ils ont laissée, c'est l'œuvre de leur acte. Et de la même façon qu'on ne peut pas parler de Victor Hugo si on isole l'auteur des Orientales de l'homme qui a attaqué Napoléon III, ou Voltaire si on l'isole de l'affaire Calas, on ne peut pas isoler Sartre, le romancier, pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce que dit tout à fait Jean-Marie Benoît, le romancier ou le philosophe, de l'homme qui faisait, même si on n'était pas d'accord, qui manifestait contre De Gaulle en 58, qui disait qu'il était prêt à porter les valises du FLN, qui a aidé Goldman, qui a été à Libération, etc. D'autant, et je voudrais conclure là, d'autant que même si on n'est pas d'accord avec lui, et il y a des raisons de ne pas être d'accord avec lui, même s'il s'est trompé, bien sûr qu'il s'est trompé, en fin de compte, à chaque fois qu'un homme, une collectivité, un peuple ont été opprimés, foulés aux pieds, bafoués, méprisés, partout, juifs ou palestiniens, afghans ou algériens, par exemple, tchèques ou vietnamiens, eh bien Sartre a été du côté de celui qui était momentanément la victime, et on ne peut pas en dire autant de tout le monde. Voilà, ainsi s'achève l'hommage donc que nous avons à notre tour rendu à Jean-Paul Sartre, hommage qui se poursuivra, je vous le rappelle, vendredi sur Antenne 2, puisque et apostrophe à 9h30 et la pièce qui suivra, qui est La Chambre, adaptée par Michel Mitrani, seront consacrées à Jean-Paul Sartre. La météo, pour terminer tout à fait, avec beaucoup de retard, et nous nous en excusons. Aujourd'hui, le temps a été généralement gris, avec quelques éclaircies, notamment sur le bassin parisien, la Normandie, la Bretagne et la Vendée. Demain, eh bien, le ciel restera nuageux, avec des ondées orageuses sur les Pyrénées et les régions méditerranéennes. Sur le reste du pays, il fera doux et parfois même ensoleillé. De faibles pluies risquent pourtant de se produire sur les côtes de la Manche. Ce soir, c'est Hervé Claude qui vous présentera les toutes dernières nouvelles aux environs de 23h30. Et puis demain, notre édition de 12h45 aura pour invité Jacques Barrot, ministre de la Santé. Le journal est terminé. Bonsoir, à demain.